Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. Ça y est, la March Madness a enfin débuté et on a eu le droit au premier tour ces 2 derniers jours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé et on va présenter quelques match-ups qui peuvent être intéressantes dans les tours à venir. Avant de débuter, comme chaque semaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on est parti. Avant de parler basket universitaire, je voulais quand même revenir sur deux trois petites choses et on va le faire dans les news. Vous l'avez sûrement vu ces dernières semaines, mais plusieurs joueurs françaises sont concernés par des mouvements l'été prochain. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas communiqué à ce sujet. Eh bien tout simplement car ce ne sont pour le moment que des rumeurs, plus ou moins avérées pour certaines, mais on attend encore la confirmation des clubs. Si la source de ces informations est souvent fiable concernant le Fenerbahçe, ce n'est pas forcément le cas pour les autres clubs européens et j'attends la confirmation officielle venant de la joueuse ou des clubs. Pas d'inquiétude donc, on parlera bien des mouvements des Françaises en temps voulu. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est un peu une bouteille à la mer que je lance et elle concerne les médias basket un peu généralistes qui traitent de tous les sujets, femmes comme hommes. Alors commençons par dire que l'initiative est super. Vouloir donner de la visibilité au basket féminin dans des médias qui sont suivis par énormément de personnes, c'est génial pour la médiatisation. Mais je vous en supplie, faites votre travail de recherche en amont. Si vous décidez de faire un article sur un match, regardez le match et pas seulement la feuille de stats. Observez le contexte, vérifiez vos informations avant de les publier. Parce que si l'initiative est bonne, le fond est souvent catastrophique. Et c'est vraiment dommage parce que les joueuses méritent bien mieux que ça. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ces deux sujets. On passe tout de suite au récap du premier tour de la March Madness. Ça y est, la March Madness a débuté et on a eu droit jeudi et vendredi soir au match du premier tour. Vous devez vous en douter, mais vu le nombre de matchs qui se sont joués ces 2 derniers jours, on ne va pas revenir en détail sur chacun d'entre eux. On gardera des analyses un peu plus poussées à partir de l'Elite 8 ou du Final Four. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'entrée dans la compétition des grosses équipes, des équipes favorites, mais aussi des quelques surprises qu'on a pu avoir lors de ce premier tour. Et la première grosse surprise, elle a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est la défaite de Vanderbilt face à Oregon, le premier vrai upset donc dans cette March Madness, puisque Vanderbilt affichait des qualités bien supérieures à celles d'Oregon pendant la saison régulière. Malheureusement, la marche était un petit peu trop haute pour Vanderbilt pendant ce match, qui s'est pourtant bien accroché, qui est revenu et qui a forcé la prolongation, grâce notamment à une excellente Michaela Blake, qui a tout fait pour ramener son équipe dans la rencontre, une performance impressionnante de la part de la freshman. Malheureusement pour Vanderbilt, c'est déjà Kelly et Oregon qui ont eu le dernier mot et qui avancent au prochain tour. Dans le reste du tableau, il y a eu quelques upsets, mais qui ne sont pas forcément des surprises. Je pense notamment à la défaite de Utah, seed numéro 8 contre Indiana, seed numéro 9. Utah avait pourtant plutôt bien commencé son match, mais l'équipe d'Indiana arrivait avec un peu plus de certitude et a réussi à passer au second tour. Dans les autres surprises, on va surtout parler de certaines équipes qui se sont fait très peur, dont des favorites pour certains, à commencer par Kentucky qui s'est imposé d'un tout petit point 79-78 contre Liberty Flames, une victoire qu'elles doivent à Georgia Amour qui finit à 34 points 8 passes d'ess et qui malgré une sélection de tirs très douteuse et des responsabilités offensives beaucoup trop importantes à mon goût, a réussi à tirer son épingle du jeu et à sortir une très grosse performance pour permettre à son équipe de passer au prochain tour. Kentucky affrontera Kansas State au prochain tour, une équipe d'un autre calibre, et il faudra montrer un autre visage pour espérer atteindre le Sweet 16. Dans les autres petites surprises, on a NC State qui a galéré toute la première mi-temps contre Vermont, avant de prendre le large en deuxième pour s'imposer au final de 20 points. Une belle réaction pour l'équipe d'Azaya James et Sanaya Rivers. Mais attention, car au prochain tour, ce sera Michigan State, une équipe meilleure que Vermont, mais qui a quand même galéré pour se défaire d'Harvard. Continuons dans cette partie du tableau avec Baylor, qui s'est fait très peur et qui a réussi en toute fin de match à prendre le large et à s'imposer de 14 points contre GCU. L'équipe de Grand Canyon a vraiment posé des problèmes à Baylor et était encore dans le match au milieu du quatrième quart-temps. Baylor n'aura pas le droit de montrer le même visage au prochain tour, puisqu'elles affronteront Ole Miss, une équipe qui s'est assez facilement défaite Ball State. Il faut croire que les seeds forts ont eu un peu de mal dans ce premier tour, puisque Maryland a eu du mal à se défaire de Norfolk State, et on risque d'avoir une match-up assez serrée au deuxième tour, puisqu'elles affronteront Alabama, qui n'a pas non plus été dominante contre Green Bay. Et on termine la série des petites frayeurs avec Louisville, qui s'est imposé dans la dernière minute du match face à Nebraska, sur le score de 63-58. Attention, Nebraska est une bonne équipe,
mais le visage montré par Louisville pendant ce match ne présage rien de bon pour le deuxième tour contre TCU, un match qui aura une saveur bien particulière puisque Hailey Van Lith, meneuse actuelle de TCU, a fait 3 ans à Louisville et affrontera donc son ancienne équipe. On passe maintenant du côté des favoris et on démarre avec Texas, seed numéro 1 dans sa région, qui jouait donc contre le 16e, William & Mary, et qui s'impose sur le score de 105 à 61. Oui, oui, vous avez bien entendu, Texas a marqué 105 points. C'est peut-être pour ça qu'il pleut sur toute la France aujourd'hui. Plus sérieusement, c'est une victoire très logique de la part de Texas, qui a su profiter d'un petit peu d'adresse pour réaliser un carton offensif, une chose qu'on a très peu l'habitude de voir de la part de cette équipe, emmenée par une Madison Booker à 20 points, 14 rebonds, et qui a été pour une fois assez efficace à 8 sur 11 au tir. On continue avec USC, l'équipe de Juju Watkins, seed numéro 1 également dans sa région, qui affrontait UNC Greensboro et qui s'est imposé très facilement sur le score de 71 à 25. Malheureusement, le score ne reflète pas la performance de USC, puisque comme à son habitude, le jeu offensif a été extrêmement stérile, et si Juju Watkins n'a pas la balle dans les mains, il se passe absolument rien. Je le tweetais hier pendant le match, mais j'ai vu l'équipe à Paris en début d'année pour le premier match de la saison et malheureusement l'attaque n'a absolument pas progressé. Attention également puisque Juju s'est tordu la cheville pendant le troisième quart-temps sur un contact où elle voulait monter au panier, la cheville a tourné sur le pied d'une adversaire, elle est sortie immédiatement du match, mais sa coach a trouvé bon de la remettre sur le terrain quelques minutes plus tard, sûrement pour aller chercher des stats supplémentaires, alors que son équipe menait déjà de 40 points. Vraiment, ces comportements de la part des coachs, je les comprends absolument pas. C'est inconscient à ce niveau-là de mettre en danger la santé d'une joueuse, même si elle prend la responsabilité de dire je veux jouer, mais l'adulte sur le terrain, c'est la coach. Donc c'est à elle de prendre les bonnes décisions et de se dire c'est qu'un premier tour, on va avoir besoin de Juju, surtout vu comment joue l'équipe sans. Donc je préfère la laisser au repos sur une fin de match comme ça d'un premier tour, plutôt que de forcer et de risquer d'aggraver une blessure. Malheureusement, le basket universitaire, c'est un business énorme et les meilleures joueuses doivent être sur le terrain en tout temps. Et Juju a donc continué à jouer plusieurs longues minutes après sa blessure. Restons du côté des blessures et on va parler de Notre-Dame puisque Olivia Miles s'est également blessée à la cheville sur une action similaire à celle de Juju. Le pied sur une adversaire, la cheville tourne et malheureusement, après de longues minutes passées au sol sur le parquet, elle a dû quitter ses coéquipières avant de retourner directement au vestiaire. D'après les informations qu'on a de la part de la coach et des autres joueuses, elle devrait être opérationnelle pour les matchs à venir. Mais encore une fois, on est sur un cas où l'équipe de Notre-Dame était à plus 40 à ce moment-là du match et les joueuses majeures étaient encore sur le terrain. Pas d'incidence pour Notre-Dame sur ce match puisqu'elle s'impose 106 à 54 derrière de très belles performances d'Anna Hidalgo et Sonia Citron. On a tout de même pu voir encore une fois les limites de cette équipe de Notre-Dame dès qu'on arrive sur jeu placé. Un peu de la même manière que le Fener en Euroleague, c'est une équipe qui adore jouer la transition et courir. Par contre, dès qu'on arrive sur une attaque placée, ça devient beaucoup plus compliqué et l'attaque est souvent stérile. L'équipe est très souvent obligée de s'en remettre à Anna Hidalgo pour créer quelque chose. Et si l'équipe veut aller jusqu'au titre, elle aura besoin de proposer autre chose offensivement sur jeu placé. Le match du deuxième tour est d'ailleurs très intéressant puisqu'elles affronteront Michigan, une équipe qui a eu un petit peu de mal à se défaire d'Iowa State pendant le premier tour, une victoire de 6 points seulement, mais qui a les qualités pour embêter cette équipe de Notre-Dame. Donc n'hésitez pas à regarder ce match si vous le pouvez, ça va être une match-up très intéressante. On enchaîne avec TCU qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va rejoindre Louisville au deuxième tour, mais qui a eu un petit peu de mal en début de match à se défaire de Fair Dinkinson, pourtant 15e seed. Sedona Prince a eu des problèmes de faute assez rapidement dans le match et a dû sortir très rapidement. Hailey Van Lith a été en galère d'adresse et c'est Madison Connor qui a pris le relais au scoring pour permettre à TCU de s'imposer assez largement au final. Sedona Prince a fait son chantier en deuxième mi-temps avec 16 points, 10 rebonds, bien aidé par les qualités de playmaking d'Hailey Van Lith avec 7 assists. On remonte dans le tableau et on va du côté de South Carolina qui s'impose de 60 points lors du match du premier tour contre Tennessee Tech. Une victoire collective assez facile puisque seules deux joueuses, Tessa Johnson et Joyce Edwards, ont joué plus de 20 minutes sur la rencontre. Toutes les autres sont en dessous, un temps de jeu donc partagé qui permet d'arriver fraîche pour les prochains tours. La freshman Joyce Edwards a d'ailleurs une très belle première performance dans la March Madness avec 22 points à 9 sur 12 au tir, accompagné de 5 rebonds. Les Gamecocks de South Carolina affronteront Indiana au prochain tour. Dans la région de UCLA, on a LSU qui s'est imposé très largement face à San Diego State. Flodjé Johnson est revenu de blessure et termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 22 points. Une bonne nouvelle pour LSU qui affrontera Florida State au prochain tour.
dans un match-up qui peut être explosif. Pour tout vous dire, dans mon bracket, moi j'ai mis LSU perdant au prochain tour contre Florida State, donc j'attends avec impatience de voir ce match. Et l'une des favorites au titre final, c'est UCLA qui s'impose d'une quarantaine de points lors du premier tour. Une victoire collective, puisque 6 joueuses ont scoré plus de 10 points dans le match, même si on peut regretter encore une fois le manque de ballon que reçoit Lauren Betts offensivement. Et on va terminer avec les deux équipes qui m'ont le plus impressionné sur ce premier tour. On commence par Duke, qui s'est imposé 86-25 contre l'EI et qui, encore une fois, a étouffé son adversaire défensivement. Donc on le sait, c'est loin d'être l'équipe la plus talentueuse du tournoi, mais collectivement, elles arrivent à trouver les solutions. Très bien coachée par Cara Lawson, comme je le disais la semaine dernière. C'est une équipe qui perd assez peu le ballon, qui prend énormément de rebonds et qui arrive à défendre très proprement sans commettre trop de fautes et offrir de lancers francs à l'adversaire. Au prochain tour, elles affronteront Oregon, vainqueur de Vanderbilt dans un match surprise. Et au vu de ce qu'a montré l'équipe de Deja Kelly lors du premier tour, on peut s'attendre à les voir souffrir face à la défense de Duke au second. Et la dernière équipe dont on va parler, vous vous en doutez, c'est UConn. L'équipe a envoyé un message à absolument toute la compétition en leur disant que cette année c'était la leur et qu'il fallait vraiment les prendre au sérieux. 5 points encaissés en premier quart-temps, 34 au total sur le match. Il y avait déjà 50 points d'écart à la mi-temps. UConn n'a vraiment laissé aucune chance à l'équipe adverse. Arkansas State a tenté ce qu'elles ont fait toute la saison en Sun Belt Conference, mais malheureusement face à une équipe aussi en place que UConn, ça a été extrêmement compliqué. Presser tout terrain et prendre des tirs très rapides face à Azzi Fudd, Sarah Strong ou Paige Bueckers, c'est souvent une très mauvaise idée. Le trio magique de UConn a d'ailleurs régalé absolument tout le monde. Azzi Fudd en tête, puisqu'elle termine avec 27 points, 7 assists, 6 interceptions, une adresse insolente au tir et une impression visuelle vraiment hors du commun. Je le répéterai jamais assez, mais pour moi, Azzi Fudd, c'est la deuxième joueuse la plus talentueuse de la prochaine draft. Et pour elle, qui faisait son retour après plus de 700 jours sans jouer la March Madness, c'est un énorme message qu'elle envoie à toute la concurrence. Et continuons sur les performances hors du commun, puisque dans l'équipe, il y a aussi une joueuse qui s'appelle Sarah Strong. Elle termine avec 20 points, 12 rebonds, 5 passes d'ess et 5 contres. Une performance incroyable. C'est d'ailleurs la seule joueuse sur les 25 dernières années à produire ce genre de ligne statistique lors de la March Madness. Et de son côté, Paige Bueckers a été plutôt discrète, en galère un petit peu sur son adresse de loin. Elle nous a tout de même gratifié de quelques actions bien sympas, dont des passes quarterback de l'autre bout du terrain pour une Sarah Strong qui court en contre-attaque. Cette équipe de UConn faisait déjà partie des favorites, mais avec le match qu'elles ont produit lors du premier tour, elles renforcent un peu plus leur dossier. Voilà, on a fait le tour pour le récap de ce premier tour. On va tout de suite parler des matchs à ne pas rater lors du second tour. Et on a de la chance car dès le second tour cette année, on va avoir de très belles confrontations. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure sur certains matchs. On démarre avec, on en a déjà parlé, les retrouvailles d'Eleven Light et TCU avec son ancienne équipe de Louisville. Un match qui aura lieu ce soir, ce dimanche, à 23h. Aucune excuse donc pour le rater. Deux confrontations qui auront aussi lieu en même temps que la sortie de la vidéo. C'est Michigan face à Notre-Dame à 18h ce soir. Donc le match est encore en cours. Mais également l'affrontement entre Kansas State et Kentucky, les sites 4 et 5, qui aura lieu lui à 19h. Donc le match a commencé il y a quelques dizaines de minutes au moment où vous regardez la vidéo. À 21h ce soir, il y a Ole Miss contre Baylor, un match qu'il ne faudra pas rater, tout comme le Tennessee-Ohio State qui peut être bien sympa cette nuit à 1h du matin. Et concernant les matchs de demain, à 17h, on aura Michigan State contre NC State, deux équipes qui n'ont pas franchement convaincu lors du premier tour, mais qui ont tout de même des effectifs très talentueux. À ne pas rater également Iowa contre Oklahoma demain à 21h. L'ancienne équipe de Caitlin Clark a fait une très belle performance lors du premier tour et affrontera donc l'équipe de Reagan Bears et d'Oklahoma lors du second tour. Un match qu'il ne faudra surtout pas rater car les deux jeux sont plutôt sympas à voir. Et on termine avec la dernière très grosse affiche puisque selon moi, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera un upset, c'est LSU qui affronte Florida State. Les deux équipes ont gagné très largement leur match lors du premier tour et s'affronteront donc demain à 23h pour une place au Sweet 16. Vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai très peu parlé des très grands favoris pour les matchs à voir du deuxième tour, étant donné que les confrontations restent assez abordables pour ces équipes-là, mais il faudra bien évidemment les suivre à partir du Sweet 16 avec des équipes qui ont des niveaux de plus en plus proches. Et voilà, on a fait le tour pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter également. Si vous avez une équipe qui vous a impressionné ou une autre déçue,
Pareil pour les joueuses, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le deuxième tour et la suite de la compétition. Il y aura peut-être un petit changement de programme quant au jour de sortie de la vidéo, étant donné que le tournoi se joue principalement le week-end. Je vais peut-être modifier un petit peu le planning et sortir la vidéo le lundi, je ne sais pas encore, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait pour avoir les infos en temps réel. Encore une fois, merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et peace out.